Bien, donc avoir la salle Archicomble, je suppose que évidemment pour vous, La mort aux trousses reste l'un des films clés de Hitchcock et c'est tout à fait exact. On va commencer peut-être par un petit côté comme ça tranquille de contact avec le public, c'est-à-dire quels sont ceux qui voient le film pour la première fois? Oui, c'est ça, ça va très bien. Donc très peu, c'est normal. J'ai très peu vu puisque je suis arrivé que maintenant, mais la copie était magnifique. Et voir le film sur grand écran de cette façon, enfin, je ne me trompe pas, le film était bien tout le temps? Non? Ah bon, alors je dis rien. J'ai vu quelques images qui me semblaient très belles, mais bon. Euh, donc c'est un des films clés, ou en tous les cas les plus reconnus d'Hitchcock. Je tenais un peu à ce qu'on le projette parce que d'une part, bon, c'est un film magnifiquement commercial, qui est un film magnifiquement mis en scène, pensé, réfléchi, et en plus c'est un vrai bonheur de film, c'est-à-dire d'abord ce que cherche toujours Hitchcock, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire à divertir le public. Et il a quand même une autre qualité, c'est de faire une petite avancée dans la réflexion d'Hitchcock, dans sa façon de concevoir le spectateur à l'intérieur de son système. Disons, bon, on l'a déjà montré dans les deux films précédents, c'est-à-dire aussi bien Blackmail de 29 que Une femme disparue de 38. On voit que Hitchcock, peu à peu, met sur pied, disons, la façon d'utiliser le suspense, de penser le suspense, de le travailler, etc. Et en même temps, par la même occasion, de la place qu'il accorde au spectateur dans son spectacle. Alors, le premier film qui va véritablement je dirais, fonder son cinéma auquel il aboutit à partir des années 54, c'est-à-dire que ça sera Fenêtre sur cour. Alors, je vous en ai déjà un peu parlé. Fenêtre sur cour est fait sur ce principe, justement, d'un spectateur qui se trouve être un reporter photographique joué par John Stewart, qui est immobilisé parce qu'elle a eu un accident dans son métier et immobilisé dans son appartement et obligé de regarder la cour de son immeuble et de voir les différentes fenêtres qui donnent sur cette cour. Fenêtres que Hitchcock construit à la vérité aussi de l'architecture de New York, mais en même temps de façon plus subtil et plus cinématographique pour lui, c'est-à-dire, puisqu'on est en 54, le cinémascope vient d'être lancé au point de vue commercial en 53. Il va donc faire que toutes les fenêtres de cet immeuble qui est en face de notre appartement seront des fenêtres comme ayant le format cinémascope. Donc, ce personnage, ce héros, a à peu près 8 ou 7, je ne me souviens plus, fenêtres, donc écrans à sa disposition. Et chaque écran a une histoire avec un personnage qui est justement dans une situation. Et le héros et l'héroïne qui rejoint ce héros auront à choisir l'histoire qui les intéresse le plus. Et évidemment, l'histoire qui va les intéresser le plus, ce n'est pas les histoires d'une femme solitaire, c'est pas les histoires d'une petite danseuse qui voudrait se lancer, etc. Non, ce qui va les intéresser, c'est l'histoire d'un homme qui tue sa femme et cherche à s'en débarrasser. Au moins là, le crime, c'est intéressant et donc on peut véritablement se projeter à l'intérieur. Donc, tout le film est fait sur cette idée-là, c'est-à-dire en effet le voyeurisme du spectateur, donc du héros et de l'héroïne, et en même temps des gens qui sont à l'intérieur de l'appartement, la domestique, enfin la femme de ménage, et comment il participe et comment peu à peu il crée
le crime, puisqu'ils n'ont pas vu le crime lui-même. À ce moment-là, le héros dormait. Donc ils n'ont aucune preuve du tout qu'il y ait crime, mais ils veulent que le crime ait lieu. Donc ils créent le crime, ils sont les metteurs en scène du crime qui se produit en face. Et à ce moment-là, on est toujours dans l'appartement. Et si on reprend, comment ça s'appelle, la figure d'une projection cinématographique, disons qu'il y a la cabine de projection, il y a l'écran, qui sont l'un et l'autre sont parallèles, l'écran faisant obstacle parallèlement à la cabine de projection, et entre les deux, il y a le côté perpendiculaire qui est le faisceau lumineux qui projette de la cabine, de l'appareil de projection à l'écran, et donc qui tombe sur l'écran. Donc vous avez à la fois deux parallèles et une perpendiculaire, et c'est sur cette idée-là, purement physique, si on veut, que travaille Hitchcock dans ce film-là. Et en effet, on a projection de l'appartement, donc de la cabine de projection, sur l'écran. On veut voir sur l'écran ce qu'on désire voir, et on va le voir, mais en même temps, et c'est là où le film devient très intéressant, il y a un moment où ce qui a été provoqué sur l'écran, c'est-à-dire le crime, va réagir, et le criminel va sortir de son appartement, traverser la cour, donc le lieu de la perpendiculaire, pour rentrer maintenant dans l'appartement, donc dans la cabine de projection, et chasser notre héros de cet appartement et le déloger, évidemment, en le jetant par la fenêtre. Donc on avait déjà, là dans ce film, l'idée que maintenant le spectateur veut en effet pénétrer sur l'écran et prendre possession de l'écran, mais en même temps, il en est quand même délogé. Avec ce film-ci, donc 6 ans, même un peu plus, dont 6 ans plus tard à peu près, ou 7 ans, enfin, Hitchcock développe. Là, à ce moment-là, nous avons un triple mouvement. Premier mouvement, on est pris à l'intérieur de l'écran, dans le système où notre personnage, notre héros, donc nous-mêmes, sommes victimes d'un complot, enfin tout ce que vous voudrez, d'espions. Deuxième partie, il faut maintenant que ce personnage, ce héros, commence à prendre position par rapport au monde qu'il attaque. Et troisième, il faut qu'il rentre directement dans l'écran, et toute la séquence finale est magnifique pour ça. Il entre dans l'écran, il regarde le spectacle, quand il est sur son espèce de poutre, il regarde une scène de théâtre, où les deux complices, c'est très théâtral et volontairement théâtral, et donc le spectateur regarde, comprend, et à ce moment-là intervient, et donc il est entré à l'intérieur de l'écran, etc. Et vous allez voir tout à l'heure dans Fenêtre sur cour, la position finale que Hitchcock donne au spectateur dans le système même de son parcours cinématographique. Alors ce film est passionnant pour ça, parce qu'il est une démonstration parfaite de comment fonctionne le cinéma d'Hitchcock, en tout cas comment il fonctionne à ce moment-là, et dans une démonstration prodigieuse, parce qu'à la fois, elle joue aussi sur le politique, le mondial, l'ONU, etc. Il joue sur les sentiments. Qu'est-ce que c'est que l'amour? J'en ai parlé déjà hier, et l'amour chez Hitchcock, ça se construit. Ici, il y a un personnage vide à tout sens, en particulier dans les sensations, dans le sentiment, qui n'est que vacuité dans sa propre représentation, peu à peu doit parvenir à faire intervenir l'amour et surtout construire cet amour et accepter cet amour et se battre pour cet amour. C'est la deuxième parcours qui nous est proposé, et en même temps, et évidemment, des parcours beaucoup plus complexes qui sont ceux des tentations multiples qui se présentent, des errements qui sont possibles, etc. Et en particulier,
une scène qui reste, enfin, parmi quelques scènes parmi les scènes clés du film qui restent des modèles absolus de suspense hitchcockien. La scène, évidemment, du train, à l'intérieur du train, qui, dans le genre sensoriel, sensuel, sexuel, tout ce que vous voudrez, est absolument parfaite. Comment tout montrer sans rien montrer. Mais en même temps, oui et non, puisque justement, il y a toujours impuissance. S'il y a impuissance, il n'y aura pas accomplissement du désir qui est manifesté dans la façon même de filmer, dans le côté sensoriel qui se dégage dans ce rapport, dans ce couple, qui sera donc immédiatement aussi brimé par l'autre scène qui reste un moment exemplaire du suspense hitchcockien, qui est la scène de l'avion. Bon, celle-là qui est devenue une sorte de référence absolue du suspense. Et aussi, la troisième scène que je trouve importante, que beaucoup de gens n'ont pas trop travaillé, cette scène-là, qui est la scène de la vente aux enchères, qui est le seul moment où, dans le film, tous les personnages principaux sont présents. Le chef de contre-espionnage, l'espion, son acolyte, nos deux héros, etc. Et là, c'est très intéressant. Puis ensuite, évidemment, à partir du moment où notre héros franchit par la fenêtre pour aller chercher maintenant et conquérir la jeune femme, à ce moment-là, on entre dans l'admirable délire final qui est une pure merveille, et ce qui est d'autant plus beau qu'il se sert de la maison du grand architecte. C'est ça, enfin, je n'arriverai pas à dire de toute façon. De cette architecture extrêmement linéaire, avec une violence des poutres, etc., qui en fait un moment tout à fait étonnant, où, à la différence de l'ONU, pas de l'ONU, si de l'ONU, où tout est en courbe, là, tout est en ligne droite, violente, agressive, et ça devient tout à fait passionnant dans la façon dont Hitchcock, cinématographiquement parlant, traite cette séquence, qui est en effet une séquence où un homme doit, enfin, un homme qui voudrait être un homme doit maintenant montrer qu'il est un homme. Et donc, à la fin, évidemment, arriver à cette scène, ce moment final, où par une licence tout à fait hitchcockienne, on sort du vide l'héroïne et on l'installe immédiatement sur une couchette, et immédiatement après, le train pénètre dans le tunnel. Donc après, on peut terminer, et le film se termine là-dessus. Quand je vous le dis, Hitchcock le disait, hein. C'est pas moi qui vous le dis. Hitchcock était très heureux de cette fin, de cette allusion un peu sexuelle de la fin du film. Donc il faut voir le film aussi sous cet angle-là, sous cet aspect-là. C'est quand même un film qui se construit d'une façon extrêmement sûre sur des éléments qui, entre autres, la notion du vide, autre problème ou autre question qui est indispensable à l'univers hitchcockien, dont on n'a pas encore parlé, qui est la notion de vide, la notion de vacances, la notion aussi de vacuité, et en particulier par le vide, la notion d'abîme, la notion de chute, etc. Enfin bon, et là, la séquence du Mont Rochemort étant de ce point de vue, elle aussi, tout à fait exceptionnelle, comme illustration du suspense hitchcockien. Et c'est très intéressant de voir le vide dans la scène de l'avion par l'horizontalité, la plénitude, enfin une forme de plénitude horizontale, alors que c'est vide, et à la fin, le vide en verticalité. Bon, voilà, ce sont des petites pistes que je m'amuse à vous donner, parce qu'il y a tellement de choses à vous raconter sur ce film que c'est sans fin. Donc, je vous laisse maintenant la parole, si vous voulez bien, au moins sur quelques questions, comme vous voulez. Bon. Alors, une personne dans le fond, voilà. En dehors du fait que vous avez pris du plaisir, c'est ça l'essentiel. Hein. Oui. Rebonjour. Le titre original provient d'une citation d'Hamlet. Quel est le rapport avec Hamlet ? De toute façon, en tant qu'Anglais, Hitchcock connaît quand même son Shakespeare. Hein, bon.
Hamlet est un personnage qui l'intéresse beaucoup. Par exemple, il n'y a pas de côté macbéthien chez Hitchcock. Mais hamlétien, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que tous ces personnages sont des personnages fragiles, friables, pas tout à fait définis, même surtout très indéfinis, avec tous, pas tous, mais quasiment tous, une sorte de latence sexuelle, avec quelques petits échos peut-être d'homosexualité, quelquefois parfaitement indiqués, d'autres fois juste comme ça esquissés sur un personnage qui n'a pas trouvé sa véritable motivation, la vérité de son désir. Ce personnage ici de notre héros, de notre Kaplan, est un personnage qui n'a pas d'identité, être ou ne pas être. C'est aussi le sujet du film. Et en effet, il n'est pas. Donc, pour être, il faut qu'il soit dans celui qui n'est pas. Et oui, parce que c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'être Tornil, il s'agit d'être Kaplan. Et une fois qu'il aura accepté d'être Kaplan et assumé d'être Kaplan, il pourrait être Tornil. Et c'est l'idée un peu hamlétienne, en même temps aussi, parce que tout bêtement, c'est ce que dit Hitchcock, alors là je le cite, c'est que, comme souvent chez Shakespeare, même si on a une explication, ou 10 explications, ou 50 explications, la simple beauté phonique des mots suffisent à nous combler. C'est-à-dire, tout nord-ouest, je ne sais pas ce que ça veut dire. Shakespeare, je ne sais pas s'il sait ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est agréable à l'oreille. Donc, Hitchcock s'en sert comme tel. C'est agréable à l'oreille, et en même temps aussi, c'est l'idée d'un parcours, mais quel parcours? Et en effet, le parcours, c'est l'existence. Quand est-ce que j'existe? Quand est-ce que je suis? Voilà, ça c'est un peu le sujet du film. Et la femme, qui ne s'appelle pas Ève pour rien, qui doit tendre la pomme, mais encore faut-il que la pomme soit saisie. Il y a quelque chose de très étrange chez Hitchcock. Est-ce que vous pouvez éclaircir cette énigme? Quand on le compare aux autres cinéastes, c'est le statut qu'il assigne à la nature. Parce que c'est évident dans ce film, mais aussi dans, je ne sais pas, dans Fenêtre sur... dans Mécatuari, ou alors dans Les Oiseaux. Quel est ce statut très étrange de la nature? Généralement, les cinéastes ont à se confronter à cette question du cosmos, de la création de la forêt, de l'oiseau, de tout ce que vous voulez. Et lui, il l'aborde quand même de façon très particulière, tout ça. Tout simplement, il travaille la nature sur une phrase qui est très belle, qui est l'indifférente nature. La nature est indifférente. Elle est là. Si on prend la nature d'un point de vue narratif, sentimental, la nature, c'est l'amour, les petits oiseaux, etc. Bon, quand il met le petit Zio dans la partie sonore de Blackmail, il est évident que le petit oiseau qui chante au matin quand elle se lève, pour ce petit oiseau de nature automatique, etc. Enfin, il n'est pas sérieux. Bon. Au fond, chez Hitchcock, la nature se fiche éperdument de l'aventure des personnages, mais sauf si les personnages, donc si les humains, commencent à venir faire les imbéciles dans la nature. Ça sera les oiseaux. Les oiseaux que je considère comme le premier film véritablement écologique des l'histoire du cinéma. Puisque c'est de ça dont il s'agit. À vouloir profiter et consommer de la nature, et donc à bouffer la nature se venge. Et en 1963, les gens ne comprennent pas. Bon, tout à l'heure, je viens d'en parler ailleurs, mais en 1963, au Festival de Cannes, où le film est présenté, Les Oiseaux,
le film fait presque un flop. Les gens, oui, d'accord, c'était brillant, mais bon. Et à la conférence de presse le lendemain, toute la presse qui était là, qui est en général assez souvent, je m'excuse, il n'est pas là Thierry, mais qui est en général à Cannes, en général assez bête, qui posait la question, Monsieur Hitchcock, les oiseaux, c'est la bombe atomique, etc. C'était ce niveau-là. Et il s'est passé que tout simplement, Hitchcock a reconnu que la responsabilité des oiseaux, de l'attaque, était le comportement même des êtres humains qui veulent profiter et complètement, de façon totalement égoïste et consommatrice de la nature. Donc la nature se venge. Bon. Et c'était un discours qui n'était pas compris encore en 1963 et qui aujourd'hui devient évident. Aujourd'hui, plus personne ne va contester cette petite idée qui a été démontrée de par la force des choses. Donc, la nature, chez Hitchcock, a toujours été indifférente, tout le temps. Donc, les choses se passent dans la nature, donc, en même temps, aussi, d'un point de vue sentimental. Je répète, on n'a pas besoin de la nature pour aller découvrir l'amour que l'on a, etc. Jamais chez Hitchcock. Trouvez-moi une scène d'amour chez Hitchcock qui se passe dans la nature. Ou si elle se passe dans la nature, c'est complètement indifférent par rapport à la nature. C'est vraiment l'indifférence. On est là, elle est là, la nature, l'univers est là, mais il ne joue aucun rôle. Si vous voulez, parlons en termes de représentation que l'on a très précisément dans ce film. C'est-à-dire chez Hitchcock, la représentation, c'est on est sur scène, comment occupe-t-on la scène? Et comment s'empare-t-on de la scène? Comment tire-t-on profit de la scène? C'est tout. Donc, où est la scène? Ça n'a strictement aucune importance. Et c'est pour ça que la toute fin du film est magnifique. Cette fin dans cette maison, qui est justement une maison très tarabiscotée et qui n'est absolument pas naturelle, qui est même, architecturellement parlant, une forme d'agression totale par toutes ces lignes droites qui sont, comment dirais-je, une inimitié absolue envers la nature, puisque, comme tout le monde sait, la nature a horreur de la droite, de la ligne droite. Donc là, vous n'avez que des lignes droites, violentes, et la nature, bon, indifférente, n'est pas aussi indifférente qu'on le pense. C'est pas pour rien que le film Les Oiseaux va suivre deux films après. Et donc, dans cette séquence, en effet, on voit bien qu'il s'agit maintenant de se représenter. Tous les personnages où est-ce qu'on est? Comment se présente-t-on et comment se représente-t-on et comment représente-t-on l'autre, etc. C'est pour ça c'est une scène très théâtralisée, tout en restant extrêmement cinématographique, avec en plus des idées très belles, comme toujours chez Hitchcock, directionnelles, où on a, lui, tout à fait juste les yeux qui regarde face la scène d'affrontement des deux hommes, avant que d'un seul coup on passe à champ contre champ très violent, face-face. On a d'abord le côté horizontal, et en revanche, lui est obligé de se détourner pour regarder par le profil, donc par le biais, la femme qui est sur son balcon, etc. C'est vraiment tout un jeu, si vous voulez, sur les rapports d'espace, et là encore, le jeu de perdition dans l'espace, jeu de perdition d'autant plus violent et d'autant plus fort que ce sont aussi des jeux de repères dans l'espace. Plus on se repère dans l'espace, plus en même temps il y a perdition dans l'espace. Et ça devient très évident dans la scène des Monts Rochefort, où en effet, le jeu de l'espace se joue. Alors en même temps, vous avez l'autre espace qui a toujours travaillé évidemment chez Hitchcock, puisqu'il est indispensable au suspense, qui est l'espace temporel. Puisque plus le suspense dure, plus l'impuissance est là, moins on peut agir, donc plus l'action est sur la violence de la non-action, plus à ce moment-là le temps doit se développer, et le temps, c'est un temps je dirais, d'accumulation
d'une tension extrême, parce que, justement, le temps ne résout rien à ce moment-là. Il ne fait que s'amplifier et en même temps d'interdire les choses de se dérouler. Ce sont des réflexions, je dirais, en fin de compte, pas tellement savantes, hein, c'est pas de la haute philosophie. Ce sont des réflexions très, très profondes sur des sentiments véritables que nous avons sur l'espace visuel, ou, je sais pas, ou tridimensionnel comme on veut, et l'espace temporel. Comment nous ressentons ça? Comment nous situons par rapport à ça? Comment, en effet, nous travaillons sur la droite, sur la gauche, la surface, en haut, bas, etc. Et Hitchcock, la force d'Hitchcock, c'est de nous mettre ces coordonnées de l'espace en mise en scène, donc en graphisme. Et à ce moment-là, ça prend tout son sens. Alors, on n'a plus besoin, au fond, de faire de l'interprétation, c'est visuel. Vous n'avez qu'à regarder. Et quand je dis regarder, c'est aussi entendre, puisque Hitchcock fait partie quand même de ces cinéastes pour qui voir, c'est entendre, et entendre, c'est voir. C'est-à-dire le son donne à voir, l'image donne à entendre. Donc, la complexité et la richesse fabuleuse de l'art cinématographique, qui est de ce point de vue-là supérieur à d'autres arts, ce qui n'enlève rien aux autres arts qui sont... il ne s'agit pas du tout de faire une hiérarchie dans les arts, c'est stupide. Mais reconnaissons quand même, parce qu'il a été longtemps méconnu, et encore aujourd'hui par quelques écrivains qui ne supportent pas le cinéma, et ils ont raison, parce qu'ils sont en danger, mais bon, c'est pas, là c'est une petite dérive. Oui, d'autres questions? Ici. J'ai une question justement sur la conception d'espace physique. On a beaucoup dans le film, donc le film s'ouvre sur des lignes dessinées qui ensuite glissent vers des lignes réelles, les fenêtres d'un immeuble dans le générique de début. Plusieurs fois, j'avais l'impression, notamment quand le décor de l'ONU est filmé de haut, que c'est presque dessiné. On dirait presque une maquette dessinée. Pareil pour la maison au pied du Mont Rushmore. Et puis, dans la scène du Mont Rushmore, on a clairement, dans certains plans, des décors artificiels de studio. Et moi, le décor le plus artificiel que j'ai vu chez Hitchcock, c'était l'ouverture ce matin d'une femme disparaît, avec, on voit bien que c'est une maquette filmée dans le village. Donc, quelle est la place, le sens de l'artificiel dans les décors chez Hitchcock? Je sais pas, vous étiez là hier ou pas? Vous étiez là hier soir? Quand je vous ai parlé que le cinéma d'Hitchcock n'était pas un cinéma réaliste, c'est un cinéma qui, au fond, semble jouer du réalisme à partir du cinéma d'animation. C'est-à-dire que les formes ne sont pas définies par le réel, les formes sont définies par le mental. Donc à ce moment-là, elles n'ont pas à obéir au formalisme du réel. Elles ont à obéir au développement de l'imaginaire. Donc, il n'est absolument pas gênant, ça fait partie du travail sur l'invraisemblance assumée chez Hitchcock, ça lui est absolument indifférent de nous montrer, en effet, une maquette, etc. Ça ne le dérange pas du tout. Par exemple, dans Vertigo, il y a un moment où, ouvertement, il nous fait du dessin animé. Et ça joue, etc. Par exemple, ici, l'idée est très précise. Vous l'avez déjà vu, si vous étiez là hier, vous avez déjà vu dans Blackmail, c'est-à-dire la déformation par cette immense statue. Lorsqu'il descend au British Museum, l'immense statue égyptienne par rapport à ce petit homme qui descend sur la verticale. Bon, ici, il joue la déformation sur le Mont Rushmore. À part ça, c'est aussi réaliste, puisque le Mont Rushmore existe. Ceci étant dit, il n'a pas eu le droit de filmer au Mont Rushmore, donc il l'a reconstitué en studio. Donc à ce moment-là, il s'en fiche. Hitchcock est un cinéaste de studio, c'est-à-dire la conception hollywoodienne, et ça il l'assume totalement, comme quoi le studio est là pour vous construire
du décor, et ce décor est faux. Mais de ce décor faux, on doit en tirer une vérité. Il n'est pas le seul cinéaste à avoir travaillé, de ce point de vue-là, le décor hollywoodien. Beaucoup d'autres cinéastes l'ont fait. Et il faut savoir comment ils le font. Par exemple, en revanche, quelqu'un comme, mettons, John Ford, comment il essaye quand même toujours de rester avec la référence réaliste, même si ces décors sont quand même aussi très décoratifs. Mais enfin, lui, évidemment, John Ford, il va chercher ses décors dans la nature, dans le désert. Alors bon, c'est bien, il a un décor tout fait et qui est totalement faux en soi, mais c'est un décor qui est totalement faux, mais qui a été fabriqué par des millions d'années de lutte de la nature. Donc à ce moment-là, bon, il faut bien prendre ce qu'on a. Après tout, justement, si on parlait de nature, la nature, elle a ses décors, elle aussi. Elle a fabriqué ses décors. Elle a mis beaucoup de temps, d'accord, c'est vrai, mais nous avons tous des décors. Donc, pardon ? L'ombre d'un doute, oui, mais justement, alors là, c'est intéressant sur l'ombre d'un doute, parce que, bon, puisqu'on est quand même aussi sur l'ensemble de l'œuvre d'Hitchcock, l'ombre d'un doute, il est arrivé aux États-Unis, cherchant à être pris à Hollywood avec l'orgueil très hitchcockien, c'est-à-dire, en aucun cas, je ne dois demander à aller à Hollywood. C'est Hollywood qui doit me demander de venir chez lui. Bon, donc à Hollywood. Donc, enfin, après Une femme disparaît, que vous avez vu ce matin, et la Tamise, là, oui, enfin bon, d'accord. Il peut enfin quitter l'Angleterre pour aller tourner aux États-Unis. Et là, avec beaucoup de prudence, il va plutôt travailler les films plus ou moins anglais, avec beaucoup d'acteurs anglais d'ailleurs. Le premier film, ce sera Rebecca. Rebecca, qui est un film, une histoire anglaise, qui est tourné avec Laurence Olivier et John Fontaine, qui sont anglais l'un et l'autre. Et il y aura le ton anglais. Et jusqu'en 1945, quand il tourne L'ombre d'un doute, il va jouer un peu anglais ou un peu film d'espionnage, on ne sait pas très bien où ça se passe, etc. Mais enfin, il a l'occasion de travailler à partir d'une pièce d'un grand dramaturge américain, d'une pièce américaine, réaliste, sur une petite ville américaine. À ce moment-là, il va justement essayer de jouer le réalisme américain. Enfin, il peut faire un film américain. Et il va essayer de le faire au plus près de l'Amérique, à travers la petite ville. Ceci étant dit, quand même, l'appartement, tout ça, c'est quand même studio. Hein. Mais dans les rues, en effet, il a tourné dans une petite ville américaine, trop content de prouver qu'il pouvait faire du film américain, enfin, qu'il pouvait représenter l'Amérique. Mais à partir du moment, la grande difficulté d'Hitchcock, à partir du moment où il prend un spectateur lambda, aucune importance dans son idée, et que c'est le spectateur doit se projeter sur l'écran, à ce moment-là, il y a problème. S'il n'est pas américain, donc il est anglais, et il faut que peu à peu, il comprenne la mentalité, il comprenne comment on pense américain, comment on se sent américain, comment on rêve américain. Et il aura la patience d'attendre, et pour moi, son vrai premier film américain, ce sera justement Fenêtre sur cour, où là, d'un seul coup, on est vraiment en Amérique, même s'il y a des films déjà précédents qui le laissent supposer. Mais à partir de Fenêtre sur cour, tout son cinéma, maintenant, deviendra vraiment américain. Il sait ce que c'est qu'un spectateur américain. Donc, comment un spectateur américain réagit, comment il pense, comment il rêve, etc. Et la femme américaine, idem. Donc, il y a un changement, si vous voulez, de régime, et il aura mis quand même un certain temps pour représenter ça. Et pour ça, comme je vous disais hier aussi, quitter le côté anglais de la période anglaise, c'est-à-dire donc le côté un peu vulgaire du peuple anglais,
pour jouer au contraire le côté très, très british du dandy anglais, du dandysme. Et donc tous ces criminels dans ces films-là, que ce soit L'ombre d'un doute, que ce soit comment s'appelle la corde, etc., jouer à fond où le crime était presque parfait, à fond le prototype de l'assassin anglais, ou Robert Walker dans l'Inconnu du Nord Express. Là, dans ce cours, on a le criminel maintenant n'est plus un homme du peuple comme dans ce film anglais. Le criminel est le dandy et dans sa représentation british telle que les Américains veulent voir le british. Voilà, donc ils s'amusent à ça. Bon, après, alors Gary Grant, entre autres, fait partie de ces personnages, comme il est anglais, donc ça va très bien. Et Gary Grant, ici c'est son dernier film avec lui, et il en joue, et lui restitue d'ailleurs quelque chose d'innocent, alors que dans d'autres films, justement, avec Gary Grant, les films précédents avec Gary Grant est beaucoup plus ambigu. Là, pas dans ce film. En revanche, James Mason, qui fait l'espion, qui lui aussi est un acteur anglais, là, en revanche, c'est le parfait dandy criminel. Il est typiquement l'américain anglais, dandy. Et en même temps nazi, évidemment. Enfin, pas nazi, non. On ne sait plus très bien où il est là. Oui. Attendez, pardon. Oui. Ça, j'ai remarqué sur les crimes, les trucs. Moi, j'ai remarqué sur Hitchcock, hein, et les coups de ciseaux, c'est les armes blanches. Par hasard, ce qui fait, c'est une question. Hein. Donc, comment ça se passe, les criminels qui posent l'enquête? Pourquoi il fait ça, Alfred Hitchcock, alors? Parce que les criminels, c'est ça qui intéresse tout le monde. On est tous des criminels en puissance, sinon simplement on ne fait pas de crime. Donc, comment serait-on si on faisait les crimes qu'on a envie de faire? Comment nous comporterions-nous? Bien sûr que nous aurions un jugement moral terrible sur nous-mêmes, mais d'abord, il y aurait aussi et le plaisir et le bénéfice du crime. Donc, c'est de ça dont il est question. C'est en fait un problème, notre rapport à tout ce qui est interdit et au désir de l'interdit. Voilà. Oui. Comment portez-vous aujourd'hui l'analyse que vous aviez faite de la mort aux trousses en son temps? Ah, je ne me souviens plus, alors là, je l'ai pas. Vous en souvenez plus? Le suspense de la création, oui. Le moteur du film, le vrai sujet, c'est le microfilm, et oui, que vous aviez décliné tous les aspects, les forces contradictoires de la création dans tous les personnages. Pour nous, cinéphiles, c'est une analyse qui nous a marqué au fer rouge, je dirais. Eh ben, il faut la garder. Ouais, bien sûr. Mais je voulais savoir, parce qu'apparemment, je n'en entends pas. Là, vous avez d'autres préoccupations sur l'espace qui sont passionnantes, mais apparemment, vous ne réabordez pas. Non, parce que bon, je répète, sur Hitchcock, il y a tellement de choses à dire. Bon, là, en effet, parler quand même dans le film de l'importance de la statuette, qui est quand même une statuette d'art, et en plus antique, enfin antique en tout cas primitive d'une certaine façon, et que cette statuette porte la pellicule, donc le cinéma. Et en effet, la création à partir de cette pellicule, donc à partir du cinéma, et comment développer cette création pendant tout le film, et par le cinéma tout le temps. C'est de ça dont je parlais, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ben, j'avoue que j'ai un peu oublié parce que je n'ai pas relu mon livre depuis 40 ans, donc ça fait beaucoup. Mais enfin, je pense que j'ai dû dire ça parce que bon, c'est tellement important. Bon, je crois que si j'ai bonne mémoire, j'avais analysé. Justement, pour moi, la scène la plus importante du film,
dans son interprétation, c'est justement la scène de la vente aux enchères, justement de la statuette. Car là, tout le monde est preneur, ou regardeur, ou voyeur. Oui, attendez, alors, je vous redonne la parole. Ce qui était fascinant, c'est que vous aviez parlé des trois personnages qui symbolisent les trois pulsions de la création. Oui, James Mason, qui est l'esthète, Martin Landau, qui était la tendance critique, et la force brutale, qui est représentée par les hommes de main. Vous aviez décliné tous les aspects qui tournent autour de la création du film. Alors bon, on va pas en parler parce qu'elle était très complexe, votre analyse, mais elle était fascinante. Elle a demandé du temps à faire, c'est vrai. Attends, je crois qu'il y a une personne qui veut parler là-bas. Ben, merci. Hein. Merci. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi, personnellement, je n'adhère plus ou beaucoup moins à Hitchcock à partir de Psychose? J'ai l'impression qu'il y a un tournant avec Psychose dans Hitchcock. Autant les films avec James Stewart, avec Gary Grant passent parfaitement, mais Frenzy ne passe pas, Le Rideau déchiré ne passe pas, et Psychose ne passe pas. J'ai l'impression qu'il y a une veine... Psychose passe ou passe pas avec vous? Ne passe pas. À partir de Psychose, pour moi, c'est le tournant. Donc vous arrêtez avec ce film? Oui, autant il me séduit avant, autant après Psychose, ça ne marche plus. Je sais bien qu'il est présent avant, mais c'est du sadisme, une complaisance là-dedans. Je sais bien que c'est présent dans la scène des ciseaux, par exemple, oui, voilà, le crime était presque parfait. Il y a des choses comme ça, mais c'est enrobé, je ne sais pas, enfin c'est enrobé. La scène est assez violente, mais le contexte est esthétisant. Le contexte est anglais, le contexte est de bonne compagnie, et après, on a l'impression que il y a plus de retenue, qu'il se laisse aller à cette veine. Et en particulier dans Frenzy, qui par ailleurs est un film peut-être assez séduisant, mais qui, moi, me gêne beaucoup, comme Psychose me gêne. Vous savez, alors là, à partir du moment où vous avez un auteur qui travaille sur son rôle, qui travaille sur les sensations, les sensations sont faites pour être reçues par les sensations même du spectateur. Donc, les réactions de sensations, on aime ou on n'aime pas. Alors après, c'est plus complexe. Il faut essayer peut-être d'analyser sur soi-même pourquoi, ou sur l'auteur pourquoi. Moi, je pense qu'il faut toujours mieux essayer d'abord de comprendre pourquoi soi-même on n'aime pas, ou on aime. Et ensuite, voir en quoi l'auteur, en effet, a dérogé à ce qu'il aurait dû faire, ou au contraire, a fait quelque chose que nous n'avons pas compris ou que nous n'avons pas reçu. Bon, alors ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, me poser la question aussi brutalement, ça veut dire, je ne peux pas vous répondre de pourquoi vous n'avez pas apprécié. Moi, personnellement, je considère que justement, après Psycho, déjà, vous n'aimez pas Psycho, mais Psycho était un film indispensable parce que Hitchcock, avec ce film-là, justement, sur la réflexion, sur la construction de son cinéma, sur le rôle, justement, qu'il accordait aux différents personnages, le rôle aussi qu'il accordait à la création, puisqu'on vient d'en parler, le rôle qu'il accordait aux spectateurs, etc., il lui fallait changer. Ou bien vous vous répétez en permanence, ou bien vous essayez d'aller vers quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, il le trouve dans Psycho, c'est-à-dire d'un seul coup, puisque ça commence à devenir un peu à la mode, il y a entre autres les films amers, puisque HA2MER, que vous allez voir bientôt prochainement, je crois vous les projetez prochainement, c'est ça, non? Non, on a fait une soirée, mais il y a c'est déjà quelques fait semaines, oui. Bon, c'est au musée d'Orsay. Donc son cinéma anglais d'un seul coup qui a dérivé dans le côté un peu horreur, presque déjà un peu gore, le gore commence à venir. Pourquoi moi, Hitchcock, n'irais-je pas dans cette voie-là?
Après tout, cette voie-là m'intéresse. Je fais semblant de parler pour Hitchcock. Cette voie-là m'intéresse parce que je travaille la notion de danger, je travaille la notion de vide, je travaille la notion de crime, je travaille la notion de mort et de meurtre, et surtout de mort. Donc, j'arrive peut-être aussi moi-même à quelque chose d'un peu plus morbide, et à ce moment-là, je veux faire rentrer en introspection de cette voie-là. Donc, il se lance dans Psycho avec ce sujet-là. C'est un film qu'il conçoit et il se rend compte qu'il risque gros. Parce que lui, passer au gore, c'est pas Hitchcock pour les gens. Donc, il décide de produire son film lui-même, avec son propre argent. Donc, il sera producteur. Il faut que le film coûte très peu cher. Il faut donc, entre autres, qu'il le tourne en noir et blanc. Et moi, je me souviens très bien, c'était là où je racontais, mais bon, parce que c'est vrai, on était allé l'interviewer avec Edo Marquis à Paris, là, l'hôtel, l'hôtel Plaza Athénée. Et là, il nous dit, écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire d'interview aujourd'hui, mais puisque vous êtes là, on était deux des cahiers du cinéma, donc à ce moment-là, on avait toute son écoute, et toute son attention plutôt, et il commence à nous raconter Psycho pendant 50 minutes. C'est-à-dire qu'il nous raconte tout le film qu'il veut faire. Non pas pour nous raconter le film, mais pour guetter leur réaction, sachant est-ce que ça va leur plaire, etc. Et bon, nous, on était absolument enthousiastes déjà. Simplement, ce que je lui en veux, c'est ce que j'ai déjà dit, parce que je lui en veux, c'est qu'il nous a dit la fin, et c'était dégueulasse, parce qu'il a empêché les autres de savoir la fin. Bon, aucune importance, mais ça l'inquiétait vraiment, c'est-à-dire que ce n'était pas du tout quelque chose comme ça de secondaire. En effet, il prenait un tournant, et il avait peur de ce tournant, il a craint. Bon, il se trouve évidemment que, comme toujours dans ces cas-là, il en a été immensément récompensé, puisqu'il était, comme il était le producteur, que le film a coûté très peu cher, et que le film a rapporté une fortune, mais vraiment une fortune mondialement, qu'il a changé radicalement et définitivement le rapport au film d'horreur. Donc, il a été tout à fait réconforté dans son chemin. Donc, il est allé vers un nouveau parcours. Et à ce moment-là, juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait justement un film beaucoup plus vaste, puisqu'on lui refusait l'idée que c'était un cinéaste tout à fait secondaire, au point... Il ne s'intéressait pas aux grands problèmes de l'humanité, etc. Il y va carrément, c'est ce que je viens de dire, avec Les Oiseaux, où le premier dans l'histoire du cinéma, même s'ils avaient été un peu abordés par d'autres, attention, mais pas aussi ouvertement, il aborde l'un des grands sujets de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, c'est-à-dire le rapport de l'humanité face à la nature, face à son existence même. Bon. Et ce sont Les Oiseaux. Et là, vous m'excuserez, mais c'est un parcours fabuleux et un film magnifique. Il fait ensuite Marnie. Marnie est un film tout à fait passionnant. C'est Marnie, ça l'agace parce qu'il y a Monsieur James Bond. Monsieur James Bond qui s'amuse à marcher sur son territoire et à lui voler sa clientèle. Donc, il va faire James Bond. Mais il va faire James Bond comment? En prenant James Bond lui-même, c'est-à-dire en prenant Connery. Et il va en faire un homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire un homme d'affaires d'aujourd'hui. Un homme parfaitement responsable, c'est-à-dire pour qui faire des affaires, son rapport au monde, c'est posséder, briser ce qui risque de résister pour prendre possession du monde. Donc possession d'une femme par la même occasion. Et à ce moment-là, il fait un autre discours sur la vérité, vous m'excuserez, du capitalisme ou la vérité du libéralisme. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très, très nettement indiqué. Qu'est-ce que c'est que le jeune cadre, pas le jeune cadre, le jeune patron moderne d'aujourd'hui qui n'a plus aucun scrupule.
que de s'emparer du monde. Mais c'est quand même pas un petit sujet. Et un petit sujet qui est devenu, je pense aussi, avec le temps, au bout de 40 ans, un peu d'actualité. Bon, alors après, c'est vrai qu'il a, comme le film ne marche pas, parce que dans ce coup, là, les gens commencent à être perdus, là, il va tourner les 2 films d'espionnage en essayant de se servir du communisme, enfin du régime soviétique, bon, qui est plus ou moins bien, mais avec quand même des choses magnifiques dedans, de toute façon, des choses superbes dedans. Et puis après, il revient en Angleterre, refait un film sur la vulgarité anglaise, que j'adore, parce qu'alors là, il s'en donne à cœur joie, sur même la façon dont le type se met son truc dans les dents là, pour se curer les dents. Enfin bon, c'est parfait. Là, sa mère qui est effrayante. Et il fait un film sur, bon, vous me direz, le criminal story, enfin comment ça s'appelle, les criminels en série, quoi. C'est serial killer, les serial killers. Il fait un film comme ça, mais sur une réflexion par rapport à l'Angleterre. Lui, l'anglais devenu américain, même anobli par la reine, d'accord, mais enfin anobli, sœur, c'est pas grand-chose, qui fait ce retour en Angleterre, et justement sur une autre conception du suspense tout à fait intéressante. Et quand il va faire le dernier film que vous allez voir tout à l'heure, et ben là, il va un peu plus loin sur sa réflexion, comment faire entrer le spectateur totalement dans l'écran, comment le faire s'engloutir dans l'écran, comment lui donner les clés même de son cinéma, sachant malheureusement que ce pauvre spectateur n'est pas doué. Bon, alors c'est autre chose. Moi, je pense que c'est une très belle suite, mais une suite qui, par rapport à l'opinion que l'on a eue sur Hitchcock, et en effet jusqu'à Psycho, a dérouté beaucoup de spectateurs, et peut-être que vous-même avez ressenti ça, quoi, c'est tout. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu recul, je pense qu'il y a eu simplement nécessité pour Hitchcock de développer, enfin d'avancer, quoi. Je ne connais pas de vrais créateurs qui ne prennent pas toujours des risques. Un grand créateur prend toujours des risques. Et il a pris des risques. Que ça plaise moins, que son dernière... vous savez, il y a les plus grands chefs-d'œuvre peuvent être tout à fait la dernière œuvre d'un artiste, mais aussi des artistes ont eu des fins de parcours moins aimés que d'autres. Et puis après, un jour, il y a un imbécile qui découvre qu'après tout, l'œuvre finale était peut-être supérieure à l'œuvre précédente, mais personne s'en est encore aperçu. Ça peut arriver, même ça arrive. Je ne prends pas ici l'histoire du cinéma, il suffit de s'emparer de l'histoire des autres arts, et on s'en rend compte. Que ce soit littérature, que ce soit peinture, que ce soit musique, etc. Cinéma, c'est pareil. Alors, on n'est pas obligé de terminer par le chef-d'œuvre absolu, mais d'autres l'ont fait, oui. D'autres l'ont fait. Après tout, on peut considérer que Kubrick, son dernier film, c'est son chef-d'œuvre. En même temps, d'autres vous diront le contraire. Donc, après tout, ça n'a plus beaucoup d'importance, quoi. Bien, je ne sais pas s'il y a encore une question à poser. Une petite dernière question. Oui, on en a même deux, si on monte au égal. Merci. À votre avis, comment le protocole cinématographique... De quoi le protocole ou le système, pour reprendre vos mots, cinématographique de Hitchcock, comment est-ce qu'il aurait fonctionné si Hitchcock était passé au numérique? Écoutez, ça, il ne faut pas lui demander à lui, mais il faut le demander à tous les successeurs d'Hitchcock. Car tous ceux qui s'inspirent d'Hitchcock sont passés au numérique. Et ils sont nombreux. Le nombre de cinéastes qui d'une certaine façon, ont Hitchcockisé. Bon, alors, si vous prenez De Palma, si vous prenez Michael Mann, etc., et bien d'autres, Cronenberg, ils ont tous... je prends exprès les Américains qui sont passés en plus au numérique.
Bon, je ne peux pas dire que Coppola ait subi l'influence absolue de Hitchcock. Mais d'autres, par exemple, après tout, Polanski, le dernier film de Polanski est assez Hitchcockien. Je crois qu'Hitchcock, ça lui aurait beaucoup plu à Hitchcock. Je pense que tout simplement, il aurait fait comme tout le monde. Hier, on en parlait, ou ce matin, je ne sais plus, mais Hitchcock était un expérimental, je vous le répète. Donc, il n'a jamais refusé une nouveauté, quelque chose de totalement inédit. Là, je viens de vous parler du point de vue sujet de Psycho, mais bon, enfin, quand je vous parle, par exemple, du cinémascope qu'il utilise immédiatement dans Fenêtre sur cour, d'abord, il utilise le cinémascope lui-même, et ensuite les fenêtres à cinémascope, etc. En permanence, il a utilisé les nouveautés techniques. Donc, il aurait, à mon avis, se serait très très bien entendu avec le numérique. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, il ne l'aurait pas fait, d'ailleurs. Ça l'aurait sûrement très intéressé, comme tous ces grands cinéastes dont je viens de vous parler, qui, quand on voit le dernier film de Coppola ou le dernier film de Palma, qui sont des films justement numériques, qui sont magnifiques pour ça. Et qui sont des films qui osent utiliser la technologie moderne. Non, je pense qu'il aurait été très, très, très tranquille par rapport à ça. Mais de toute façon, je ne vois pas très bien un cinéaste aujourd'hui un vrai cinéaste aujourd'hui qui refuse le numérique, ou alors je ne sais pas pourquoi, c'est absurde. Le tout est de savoir, puisqu'on est dans une cinémathèque, bien retenir que quand même, c'est pas parce qu'on fait du numérique qu'il ne faut pas surtout et avant tout garder tous les films en argentique, c'est-à-dire en pellicule. Ça c'est indispensable parce que c'est quand même ce qui conserve le mieux les films. Ceci étant dit, le numérique, ça a aussi des qualités, donc autant les utiliser. Moi, ça ne me dérange pas qu'un cinéaste que j'adore fasse un film moyen. Ça ne me dérange pas du tout, puisque c'est un parcours. Et que, en plus, quand on reçoit un film, ça dépend beaucoup de la façon dont on est. Donc c'est pour ça que je suis un peu perturbée depuis tout à l'heure. Bon, écoutez, là, justement, puisqu'il y a le livre de notre auteur américain là, que vous publiez, c'est un livre qui a la qualité de rechercher le comment Hitchcock a fait, comment sa carrière. Bon, dans le comment, vous avez justement ce problème-là. C'est-à-dire, en effet, le cinéma est une industrie, comme l'a dit Malraux. Et bien, Malraux disait, le cinéma est un art, mais il est aussi une industrie. Aujourd'hui, on a la nécessité de dire le cinéma est une industrie, mais aussi un art. Et il ne faut pas l'oublier. Et on l'oublie un peu trop aujourd'hui. Alors justement, votre intervention aurait tendance à dire, bon, le cinéma, c'est une industrie, un film... Non, mais si, un film moyen, pour un créateur, c'est... accepter que il faut faire un film pour en faire un autre. Tous les cinéastes l'ont fait, hein, attention. Ah bon, alors j'ai pas compris alors. Attendez une seconde. Ce que je veux dire, c'est qu'un cinéaste, il peut bien essayer, quel que soit le résultat. Je ne pensais pas du tout en termes commerciaux. C'est ça que je veux dire. Et je trouve que c'est bien de pouvoir essayer. Il y a plein de gens qui ont fait ça, avec quelquefois des moyens réduits. Je pense par exemple tout à l'heure, je ne pouvais pas m'empêcher, parce qu'on parlait des corps, de La montée au ciel. Je crois que c'est le titre de Buñuel. Je me trompe peut-être, vous savez. Lequel La montée au paradis ou La montée au ciel de Buñuel. Oui, tout est artificiel. Al cielo, oui, c'est écrit voilà, al tout cielo. est artificiel. C'est-à-dire, on peut faire des choses qui sont magnifiques parce que ça nous parle à ce moment-là, sans automatiquement leur faire des choses extraordinaires. Bon, je suis à côté. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas... Non, si on a envie de... Au contraire, je suis d'accord avec vous. Mais justement, si on fait ces choses-là, c'est qu'elles sont... Bon, on peut les rater. On a le droit de les rater. Ça, c'est notre problème. Mais si on les a tentés, c'est qu'on n'a pas envie de faire du banal, quoi. On n'a pas envie de faire du répétitif. Voilà, c'est tout.